Bienvenue à toutes et à tous pour notre premier webinaire au sein de l'association Destination Saint-Tropez. Donc chaque début de mois, tous les premiers lundis du mois, on organisera un webinaire sous forme de retour d'expérience comme aujourd'hui, où c'est un des agriculteurs ou agricultrices ou une des agricultrices de notre réseau qui viendra partager ce qu'elle peut faire sur son terrain en agriculture syntropique. Voilà, et on commence cette série avec Anselme Ibing, donc du verger au bois gourmand qui est situé dans le Morvan, dans la région de Bourgogne. Avant de Avec des commencer ce bocaux webinaire, d'amour. C'est pas le bois la ferme gourmand. des... Tu te Non, confonds. pardon, oula, je suis fatigué, Pour pardon. l'instant, on n'a pas encore un bon nom pour notre ferme, donc ça s'appelle la ferme des bocaux d'amour. Mais Bon, c'est bien aussi les bocaux d'amour, je trouve. C'est plein de charme. En attendant que les gens nous rejoignent, petite introduction sur l'association Destination Saint-Tropez. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est une association qui a été créée donc, en début d'année 2024, en janvier, et qui a pour objectif de contribuer au déploiement de l'agriculture syntropique en France. Et pour cela, donc, on mène plusieurs actions, des actions de sensibilisation, de partage de connaissances, comme on va le faire ce soir sous forme de webinaire. Voilà, on le fait aussi en interne au sein de l'association. On se réunit toutes les 2 semaines, le jeudi soir, pour échanger autour de l'agriculture syntropique et un peu faire des réunions autour de la vie de l'association. On a aussi une vocation de faire de la recherche et du développement autour de l'agriculture syntropique en France pour documenter ce qui se fait déjà, donc que ce soit documenter les fermes, leurs initiatives, les innovations qui peuvent avoir lieu aussi, que ce soit dans des fermes ou chez des particuliers, et amener davantage et faire le lien, pardon, avec la recherche et le monde académique pour voilà, savoir aussi un peu ce qui se passe dans le sol, quand on plante nos systèmes, savoir ce qui se passe au niveau de notre agroécosystème, comment les plantes interagissent entre elles. Enfin, voilà. Pas mal de choses encore à rechercher à ce niveau-là. Et enfin, on a un troisième pôle qui est un pôle réseau qui vise à construire et à fédérer un réseau de praticiens et de praticiennes. Donc, comme je pense c'est le cas de un grand nombre d'entre vous aujourd'hui. Voilà, donc de fédérer tout ce beau monde au sein d'un réseau qui est animé par des membres de l'association. Et pour celles et ceux qui nous rejoignent, je vais bien vous demander de couper votre micro, s'il vous plaît. Et, euh, et voilà, puis je vais te donner progressivement la main, Anselme. Je vais arrêter mon partage d'écran. Hop. Et alors attends, juste, je vais, comment je prends la main sur tout le monde? Participants. On va penser bien à éteindre votre micro, s'il vous plaît. Et puis Anselme, si tu veux partager ton écran et commencer pour faire, tant qu'Anselme met son partage d'écran, l'idée c'est que ce soir on soit pour 1h15, 1h20, 1h25, si on déborde un peu avec Anselme, qui va nous présenter donc sa ferme, son parcours, quel est le design qu'il a mis en place sur sa ferme, quel choix, qu'est-ce qui a motivé ce choix de design. Euh, et ensuite, il nous voilà, présentera un peu l'évolution de son terrain et conclura sa présentation par des petits conseils, des petites erreurs à éviter. Et après, on passera sur une session de questions-réponses, donc avec Anselme pendant une grosse vingtaine de minutes, avec une première partie qui sera dédiée aux agriculteurs du réseau qui puissent un peu questionner Anselme, et puis une seconde partie qui sera ouverte à tout le monde. Voilà, où l'idée c'est de couper la présentation, enfin, les questions en deux. D'abord les questions vraiment techniques, précises, autour de personnes qui pratiquent à un niveau professionnel ou semi-professionnel l'agriculture syntropique, qui expérimentent déjà depuis quelques années. Et un deuxième temps de questions autour de l'agriculture syntropique en général ou de la ferme d'Anselme en général, comme vous le souhaiteriez. Voilà, l'idée étant que n'hésitez pas à poser des questions généralistes dans la seconde partie. C'est l'idée est de prendre le temps pour y répondre, même si ça concerne l'agriculture syntropique plus largement et pas forcément uniquement le contexte d'Ancel. Voilà. Et ben sinon, ton partage d'écran est fonctionnel Anselme de mon côté, donc on va pouvoir y aller. Je te laisse la main. très bien. Merci beaucoup, Lucas, pour cette introduction. Merci à vous tous d'être là. C'est un honneur pour moi de pouvoir ouvrir cette série de webinaires.
avec la présentation de notre humble petite ferme ici en Bourgogne. Et je suis content de voir aussi Fabien qui est là, qui était là presque toute cette année, qui a contribué très largement à la splendeur qui est notre verger actuellement. Et potentiellement, il y a aussi d'autres amis de la ferme qui sont présents. Donc, bienvenue à vous tous. Je me présente vite fait, moi, d'où je viens, comment je suis venu à faire ça, et puis la ferme, et puis je parle un peu. Bon, la trame va suivre à peu près une présentation que j'ai fait il y a 2 semaines, mais on va adapter au compte-gouttes, et du coup, voilà, on va plonger dedans. Donc, je vais juste arrêter Ah, l'écran vite fait. Anselme, il y a des personnes qui disent qu'ils t'entendent pas très bien. Ah, Ils demandent si tu peux parler plus fort et plus près du micro. ok, alors je ne sais pas exactement où se situe le micro sur mon ordi. Est-ce que là, c'est mieux? Moi, je t'entends toujours très bien depuis le Ok, début. Le son est très faible, disent les gens. Pourtant, ok. moi, je t'entends Ben, bien. est-ce que c'est tout le monde qui a cette expérience ou juste... Est-ce qu'il y a des Non, personnes pour lesquelles le son est bien? c'est limite chez nous, Anselme. Ah mince, Ah. bizarre. Euh, mais tout à l'heure, quand Lucas parlait, ça allait. Oui. Hmm, parce que je ne sais pas comment faire autrement. J'ai pas de micro. Vu que j'essaie de mettre un casque ou... Ouais, si t'as un casque, on peut essayer avec un Alors, casque, attends. mais sinon, je pense que il y a des personnes pour qui c'est bon, donc je pense que voilà. Essayez avec un casque, puis j'espère que ce sera mieux pour les personnes qui ont un son faible. Sinon, n'hésitez pas à mettre une enceinte ou à augmenter vraiment le son max de votre ordinateur. Euh, Ça voilà. fait longtemps que je n'ai pas utilisé un casque parce que j'ai commencé tout ça notamment pour arrêter d'être sur mon ordi avec des casques. Et je ne sais même pas comment brancher ça sur mon ordi. Regarde, on va peut-être trouver par là. Et non. Eh ben, je suis désolé, j'ai pas de prise pour un. Ah non, c'est pas vrai. Normalement, j'ai un micro ici. Est-ce que ça c'est un peu mieux? Vas-y, parle pour voir. Allô? Oui, Ouais. Eh ben, je sais pas. Est-ce que c'est mieux pour vous qui blablabla, sont en blablabla, bas blablabla. dans Oui, le chat? ça va. Ça marche. Ok. Bon, on part là-dessus. Ouais. Ok. Allez, c'est parti. Du coup, je vais juste arrêter pour me présenter vite fait personnellement. Du coup, moi, je suis d'origine allemande et je suis en France depuis 2019, pardon, 2012. Et avant ça, j'étais entrepreneur social dans le milieu de l'écologie et du développement durable, notamment en Jordanie où j'ai vécu pendant 5 ans et où j'ai rencontré la permaculture et j'ai pu aussi appliquer un peu des choses là-bas avec différents projets de plantation de forêts ou de éco-construction. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux au monde des arbres qui avant ça, pour moi, étaient juste des murs verts à peu près. Et du coup, je commençais à apprendre à les connaître individuellement et par voilà, leurs espèces et leurs différents noms dans les différentes langues et leurs fonctions. Et je commençais à voir notamment dans ce pays très, très aride la fonction super importante pour la pluie et pour combattre la sécheresse et la désertification. Et aussi, j'étais assez marqué par une expérience de la visite d'une ancienne mine de cuivre, qui était la plus grande mine de cuivre de l'âge de cuivre, donc il y a plus de 5000 ans, la plus grande du monde. Et il reste jusqu'aujourd'hui là-bas des détritus de cette mine voilà, pré-industrielle, pré-civilisationnelle presque, qui sont encore présentent encore un risque de cancer dans cette zone et surtout, en fait, depuis ce moment-là, tout a été coupé, toutes les forêts ont été coupées pour alimenter cette mine et ce paysage n'a jamais vraiment pu reprendre une splendeur qu'il avait certainement avant parce que pour alimenter ces mines, il fallait couper tous les arbres et du coup, c'est une des raisons de la désertification là-bas, comme j'ai pu comprendre. Et du coup, en France, j'ai travaillé sur différentes
aspects du système alimentaire. Et en tant que consultant, et à un moment donné, j'en avais juste marre d'être sur mon ordi tout le temps et d'être un consultant qui parle de l'agriculture régénératrice. Je voulais le faire moi-même et donc je me suis formé à l'agroforesterie avec Martin Crawford en Angleterre, avec euh, comment ça s'appelle, son Agroforestry Research Trust, ART. Je recommande vivement son travail et aussi ses formations. Et après, avec Ernst Götsch, dans une formation qu'il a donnée en France, ensemble avec Anaël, qui était là aussi à cette formation. Et après, avec Philippe et Amato. Et, euh, et du coup, attendez, je vais vous repartager du coup mon écran. Cette expérience m'a donné vraiment goût. Oups, voilà, donc mes trois formateurs, trois hommes. Voilà, j'aurais bien aimé être formé aussi par des femmes, mais je n'ai pas trouvé sur ce sujet encore, à cette époque-là en tout cas. Et voilà, j'ai commencé à développer une idée de créer une ferme basée sur les arbres et sur des cultures pérennes, quoi. Et du coup, cette idée d'une ferme collective est émergée, une ferme diversifiée. Et j'ai pu donner un TEDx, un talk TEDx en 2018 sur ce sujet, les arbres, puissants alliés de notre avenir. Si jamais vous voulez regarder ces 18 petites minutes, et j'essaie de raconter une histoire de mon arrière-petite-fille et de m'imaginer dans le monde dans lequel elle vivra et, euh, et comment notre aujourd'hui et notre action avec les arbres peut impacter sa vie à elle. Et c'était comme une déclaration, comme un engagement pour moi, cette expérience de donner cette talk pour planter des arbres et pour démarrer mon projet. Et du coup, voilà pour la présentation de ma part. Donc, j'ai commencé en 2018 un projet d'une entreprise agricole avec d'abord, pendant que je me formais encore, deux axes sur la châtaigne et la transformation de la châtaigne et l'apiculture pour avoir une entrée facile dans le milieu agricole. Et en 2021, fin 2021, on a déménagé dans le Morvan sur ce site où on est actuellement, notre ferme du coup. Et j'ai donc déménagé un premier bout de verger Saint-Tropique que j'avais déjà planté chez moi dans le lieu précédent, qui était un peu un verger d'apprentissage pour moi où j'ai fait toutes les erreurs qu'on aurait pu faire et j'ai mis très peu de temps dans la gestion et du coup, évidemment, bah, ça ne donnait pas des résultats intéressants. Et du coup, on a déménagé une partie des plantes sur notre nouvelle ferme et on a commencé à planter vraiment en février 2022. Et donc, première plantation fait hiver 21-22 et tous les automnes, l'hiver après, on a replanté, parfois à l'automne, parfois au printemps ou les deux, ou je veux dire fin d'hiver. Et donc là, notre verger, il a fait trois saisons, on va dire trois étés, trois saisons végétatives. Et alors, qu'est-ce que c'est comme lieu pour reprendre le fil de la présentation ici? La ferme est donc sur un sol acide, on est dans un pH autour de 5,5, 5,7 dans le Morvan, qui est un sol, donc un massif granitique, comme presque tout le massif central et du coup aussi un terrain que la châtaigne et du coup aime. Euh, J'avoue que je n'ai pas en tête notre taux de matière organique initiale. On est exposé, bon, le terrain est assez plat là où on a planté les arbres. Euh, on est généralement sur une pente vers l'est. Euh, et plus on monte, oui, je crois que si vous voyez, plus on monte vers le terrain, vers ici, plus on est en pente vers l'est du coup. Et ce qui est prévu, c'est de continuer. Donc là, c'est le premier verger que vous voyez ici, et de continuer à planter tout ça parce que c'est la partie la plus plate.
et qui ne fait pas, voilà, qui n'est pas en pente. Et la partie ici qui est assez forte en pente et surtout cette partie qui est en pente même vers le nord, voilà, on n'a pas prévu de faire grand-chose. J'entends mes deux fils qui viennent à la maison, donc je ferme la porte. Oui, parce qu'on est installé en famille avec Nora, Émile et Simeon. On habite donc dans la petite maison ici. On habitait avant dans une petite roulotte. Mais voilà, donc pour finir, on est 350 mètres d'altitude. On a un sol super riche et profond, je dirais parfois entre 60 à 80 cm d'un vraiment très bon sol. En tout cas, là où on a planté le premier verger. On n'a pas encore fait des trous trop profonds dans la partie où on va planter après, mais bon, ça ne devrait pas être très, très différent. Donc le terrain total, ici, c'est 2 hectares, plus on a un demi-hectare juste à côté. Euh, on prévoit d'élargir le verger sur à peu près 1 hectare. Euh, en total, là, on est à peu près à 800-850 mètres de ligne de plantée. 3 fois plus de cassis, 4 fois plus de framboises et environ 1200 pieds de fraises. Euh, Tout ça, puisque c'est multi-étagère, bah ça, on peut mettre tout ça sur 3000 mètres carrés, qui est à peu près la surface actuelle. Et là, peu à peu, l'idée, c'est donc de planter d'abord ici, commencer dans le nord-ouest et planter vers le sud-est peu à peu dans les années qui viennent. La plantation, ceux qui l'ont fait, c'est très dense, c'est très intense, ça prend beaucoup de temps et il faut des personnes aussi un minimum formées où il faut passer pas mal de temps à expliquer et former sur le tas. Et du coup, voilà, on ne peut pas planter 1 hectare dans l'année. J'entends souvent des gens qui disent, ouais, on est parti planter des arbres dans une ferme et on a planté 1000 arbres dans le week-end. Waouh, ok, ben, ça avance pas à ce rythme-là en Saint-Tropez. Euh, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à dire sur la ferme encore générale? Est-ce qu'il y a peut-être, Lucas, j'ai oublié des trucs Non, c'est bon, hein. de la ferme générale? Non. Ok. Là, il y a Simeon qui m'appelle. Oui. Il entend ma voix. Si vous avez des questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à les poser, puis je les glisserai à Anselme, ou sinon j'attendrai la toute fin en fonction de la thématique. Vas-y, je te donne la main, Anselme. Ok, là, tout de suite, il n'y a rien d'urgent, c'est Non, ça? c'est bon. Ok, très bien. Du coup, bah, allons-y, parlons un peu du design. Donc, à la base, on a deux types de lignes. Une ligne de fruitier aux grands fruits, on peut dire, qui est interplantée avec des cassis, parfois avec des myrtilles, mais surtout avec des cassis. Et on a l'autre type de ligne, c'est des lignes framboises fraises. Donc les lignes intermédiaires, comme on les appelle, ou les high lines. Dans ces lignes, voilà, on a du fil, bon, on va voir ça. Dans les types de fruitiers, on a une grande diversité de fruitiers. Selon la ligne, il y a toujours 2 fruitiers différents par ligne fruitière. Il y a 4 lignes fruitières différentes, mais bon, on n'a pas besoin d'aller dans tout le détail. Là, vous voyez à droite une ligne fruitière et à gauche une ligne de framboise. Euh, avec toutes les espèces supports qui vont avec. Vous voyez la grande bout de bois là, donc ça c'est fait partie des fils. On voit peut-être les fils ici, ça fait partie des fils pour les framboises. Euh, on a les supports, des plantes supports ou plantes nourrices ou plantes soutien, comme on veut les appeler. On en a surtout en arbre, on a les saules, peupliers et sureaux. Et en dessous des fruitiers et des cassis, on a des aromatiques. On appelle le SMAC, donc sauge, mélisse, artémisia qu'on soude. Parfois, il y a la menthe à la place de la mélisse. Et concrètement, donc, voici une ligne fruitière où, donc là, c'est à l'état de 2 ans et là, c'est à l'état de 3 ans. Donc ici, on voit en tout cas les 3 cassis. Je ne sais pas si vous les reconnaîtrez là. Et, euh, et ici, et ici aussi, donc un peu plus âgé, avec surtout les saules peupliers saules en support. Et les fruitiers vont être à droite et à gauche de ces arbres-là. Et donc ça, c'est
un design de... Je Est-ce suis que faire là. une pause pour aller voir Émile? Non, je crois que ça va Non, aller. c'est bon. Allez, vas-y, continue. Il y a ici en haut donc un prunier pour vous montrer. Donc, et 4 mètres plus loin, il y aura un efflier. Et entre ça, on a cassis, cassis, cassis avec peuplier, saule, peuplier. Et entre tout ça, partout, il y a du sureau avec des nids de graines. Euh, donc, ça veut dire il y a 4 mètres entre les deux fruitiers et 1 mètre entre chaque cassis avec saule ou peuplier. Et donc, un nid de graines encore entre ça à 50 cm de chaque autre élément. Donc, tous les mètres, un nid de graines avec. Voilà, donc là, je, voilà, on ne va pas expliquer en détail pourquoi on fait tout ça ici. Peut-être parce que c'est peut-être pas l'objectif de cette soirée. Mais voilà, ça c'est le design des lignes est très important. Ne prenez pas une photo de cette design pour le répliquer chez vous. C'est un design spécifique impliqué à mon entreprise, mes envies, ma situation de pédoclimatique et compagnie. Et donc, ce n'est pas une recette pour la syntropie. Ah oui, tous les mètres, il y a un fruitier. Ah oui, on met tout ça. Voilà, donc ça, c'est juste important. Je crois que Lucas n'arrête pas de le répéter aussi. Il faut être courageux de travailler sur des principes et pas sur des recettes. Euh, voilà une ligne intermédiaire ou le design de base des lignes intermédiaires où on a donc les framboises tous les mètres et entre les framboises, on a sureau avec saule ou sureau avec bon, ça, je vais peut-être faire une pause de 2 minutes Oui, vas-y, pour, fais une pause. pour Va voir voir Émile. les enfants. Ça laisse le temps pour tout le monde de se chercher une boisson et je reviens. Donc, comment je peux faire pour juste arrêter mon son? Ah, je crois que c'est bon. Ça a été géré. Ma belle-mère, elle est partie avec les enfants. Bon, on continue alors. Allez. Il y a une personne qui te demande est-ce que tu as des plans de support sur des lignes de framboises et fraisiers? Bah, t'y viens, vas-y. Est-ce C'est que j'ai parfait. des lignes support dans les lignes Plan de framboise support sur fraise? tes lignes framboises fraises. Donc, les supports, c'est aussi saule peuplier avec sureau et les nids de graines. Donc là, en fait, on n'a pas des aromatiques ou autres entre. On a on a des nids de graines donc très diversifiés avec plus de 20, 25 selon l'année, parfois même 30 différentes espèces d'arbres ou parfois aussi d'annuels qui vont dans ces nids de graines. Et c'est là, on commence à les voir vraiment émerger et c'est ça qui va produire la grosse partie de la biomasse dans ces lignées-là. On n'a pas beaucoup de choses à couper très régulièrement, comme on l'a dans les lignes fruitières où il y a les. Donc, en fait, ce qu'on ne voit pas ici, c'est les SMAC, du coup, ça veut dire là, et là, sur les deux côtés de la ligne, il y a des aromatiques en dessous. Euh, et du coup, c'est tous les 25, je crois, centimètres, il y a une aromatique. Et donc, on va le voir là dans les photos. On la voit peut-être là, on les voit très bien. Là, vous avez sauge, mélisse aux menthe, artémisia et consoude. Euh, et là, vous voyez comme elles sont déjà dans deuxième année, denses et ça se touche. Et donc, on a besoin de les tailler toutes les 2 semaines minimum, parce que sinon, ça va prendre le dessus sur les autres plantes. Voilà pour le design. Ici, on a donc les fraises tous les 20 cm ou 25 aussi dans les lignes intermédiaires. Et on a planté la première année en plus de tout ça parce que le temps que les fraises couvrent vraiment le sol, on a à peu près 1 an et donc on a planté beaucoup d'oignons et d'ail dès la plantation. Ça veut dire au moment où on a planté les arbres, les fraises et tout, on a mis des petites bulbes d'oignons et d'ail qui sortent du système au mois de juin, juillet. Et du coup, c'est juste. Et en plus, ils sont verticales, donc elles ne créent pas non plus énormément d'ombre et laissent du coup après la place aux fraises à se développer juste après.
Et donc, si on pense ce film du système de ce design à l'avant vers dans 15 ans, bah, on aurait, bah, attendez, où est-ce que je peux vous montrer ça? Tchoup, 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 tchoup. Euh, voilà. Donc ici, on voit une ligne fruitière, encore jeune, avec avec les lignes framboises des deux côtés. Donc dans, dans 15 à 20 ans, bah, il y aura le fruitier ici, va toucher le fruitier de la ligne, deux lignes plus loin. Et, euh, et ça va créer pas mal d'ombre. Il y aura peut-être plus assez de lumière pour garder les framboises ici. Donc potentiellement, cette ligne va être complètement rasée ou alors réduite juste en production de biomasse. Parce que, ah, je vois que Fabien veut dire quelque chose. Oui, Vas-y, pardon de te couper, Anselme. vas-y. Coucou d'ailleurs, on n'a pas eu Un l'occasion de coucou. se saluer, ça fait plaisir de te voir là. Merci à Lucas et à tous ceux qui ont participé à la à la mise en place de cette réunion, c'est super chouette. Et oui, pardon, je me permets juste d'intervenir, parce que avant, du coup, on parlait des lignes intermédiaires avec les framboises et les fraises qui sont plantées du coup aux bordures. Et là, en effet, sur cette photo-là, on voit bien les lignes de framboises, mais c'est des aromatiques qui ont été plantées au tout début. Et ça, c'était au début, du coup, c'était Effectivement, les premières pardon. plantations. Non, c'est très bien qu'on puisse en parler. Et je crois que c'était après ces dernières plantations-là, du coup, qu'ont été plantées les fraises, hein, si je ne m'abuse. C'est ça. Donc là, on les voit pas, mais il y a les fraises du coup ici et les aromatiques ici. Les premières années, on a un peu mélangé le design de la placenta, donc de la strate, non, c'est pas la strate basse, la placenta, de la première phase de la succession. Tu as une petite question en scène. Euh, Marie te demande combien de temps tu comptes la production et, euh, et comment tu gères l'apport de biomasse au sol sur fraises, du coup, enfin, à côté des fraises, de part et d'autre des fraises. Enfin, voilà, je te laisse répondre. Alors, je vais juste mettre Simeon pour le ramener. Et il y avait une personne qui avait posé plus haut la question sur l'eau et l'irrigation dans le Morvan. Donc pour le moment, il n'y a pas d'irrigation du tout chez Anselme. C'est la gracieuse eau de pluie qui arrose ce verger et qui le fait pousser. Euh, voilà. Peut-être que à l'avenir, il y aura besoin d'installer un système d'irrigation, mais c'est pas l'idée pour le moment de ce que j'en sais et à voir voilà comment ça évolue, mais enfin, les multistrates en agriculture permettent de vraiment garder l'eau dans l'agroécosystème. On va faire ensemble pendant quelques minutes jusqu'à ce que le grand est au lit et puis la belle-mère se retrouve. Hein, Simeon, ça te va? Oui. Mais pardon, je vous ai interrompu peut-être. Non, non, t'inquiète, j'expliquais juste, personne demandait si tu avais un système d'irrigation, et je disais que bah, c'était l'eau du Morvan pour le moment qui est arrosée, enfin la pluie du Morvan qui est arrosée C'est ça. Ouais, on n'a le pas. système. Le notifié, c'est qu'il n'y ait pas besoin d'arrosage à terme, quoi. Voilà, encore une fois, c'est pas une règle, hein. La Saint-Tropez, on n'a pas besoin d'arrosage. Euh, je vais installer un système d'arrosage pour les prochaines plantations parce que c'est pas tout à fait la même situation. Là, on est dans une cuvette et donc on a vraiment beaucoup d'eau et le sol il est argileux et très profond et très gorgé d'eau et on a plutôt eu des soucis de trop d'eau et d'asphyxie racinaire dans mon cas là que de manque d'eau. Et donc les étés, mais aussi il faut dire les étés qu'on a eus n'étaient pas trop graves. Du coup, euh, ça allait quoi. Voilà, donc on n'a pas irrigué pour l'instant. Et donc sur ce premier verger, dans un cas de sécheresse grave, effectivement, on n'a rien de, on n'a pas de système en place, donc il faudrait à ce moment-là. Ben oui, j'ai des écouteurs dans l'oreille. On va les laisser. Ouais. Et du coup, il faudrait, je ne sais pas encore, faire à l'arrosoir ou voilà, à voir. Mais l'idée pour les prochaines, c'est de faire une goutte à goutte avec tuyaux qui descendent dans le sol pour que les gouttes tombent direct au niveau racinaire. Et en tout cas, ça, c'est ce que j'imagine. Du coup, j'étais en train d'expliquer que
dans notre design, on peut imaginer dans 20 ans que les lignes, euh, est-ce que ça c'est une meilleure photo là? On a c'est ça, les fruitiers à gauche avec aromatiques et les fraises, framboises fraises à droite. On peut imaginer que dans 15 ans, bah, les fruitiers d'ici et là se touchent, et du coup, on rase cette ligne-là, et du coup, les cassis vont plus produire des masses non plus, et, et parce qu'il y aura trop d'ambre, et donc on aura surtout les fruitiers avec des arbres supports qui sont dans les lignes fruitières et qui peuvent peut-être rester dans les lignes intermédiaires, mais on aura surtout une production de gros fruits. Mais en attendant, voilà, on a tout cet espace et le temps que la succession fait son chemin et les arbres fruitières prennent vraiment leur place dans leur strate et grandissent, ben, on a beaucoup de temps pour planter. Sinon, en fait, nos distances de plantation, 4 fois 6, ne sont pas si différentes qu'un verger traditionnel, on va dire classique, conventionnel, où il y a euh, juste des fruitiers. Et du coup, nous, on bénéficie pendant 15 ans de la possibilité de produire plein d'autres choses pendant ce temps-là. Voilà, en, en épousant le concept de l'agroforesterie syntropique. Et donc, pour répondre à la question dans le chat, on sait bien le dire, c'est 6 mètres entre rangs et c'est 4 mètres sur le rang. C'est ça, Voilà. pardon. Donc voilà, 3 mètres, non, en fait 3 mètres entre deux rangs, mais du coup, entre deux rangs fruitières, il y a 6 mètres. Euh, et 4 mètres entre les fruitiers, exactement. T'aimes bien être en webinaire avec moi? Bah, très bien, on aurait dû faire comme ça dès le début. Voilà, donc là, quelques photos un peu du processus. Donc là, vous voyez à gauche les toutes premières plantations au début et après l'évolution, bah, les plantations de la deuxième année. Donc ça, c'était donc l'hiver 22-23. Avec une grande pile de compost. Là, tout ça, ça a été planté. Les lignes qui sont là, juste ouvert. Ah oui, donc c'est le même hiver. Euh, euh, et ici, on a les extensions des toutes premières lignes plantées. Et du coup, ça, c'est au printemps 2023. Euh, Ça pousse doucement. Et puis, ça, c'est l'hiver passé, 23-24, où on voit déjà la taille qui ont atteint les arbres dans les vieilles lignes. Et entre-temps, ils ont 2 fois la taille. Donc là, actuellement, et ça, c'est la première taille qu'on a fait en février l'année dernière, des gros arbres support. Euh, et ici, du coup, c'est ce printemps. Papa. Bah oui, et un tracteur, parfois, on utilise aussi un tracteur. Euh, donc voilà un peu la présentation du design et là, est-ce qu'il y a des questions par rapport au design? Avant que j'avance vers un peu les erreurs qu'on a pu faire et les leçons qu'on a apprises. Pas l'air d'avoir trop de questions. Bon, là, Yanda comprendra à la fin. Et sinon, non, c'est pas mal. Tu peux y aller. Bien. On va reprendre le tracteur. Voilà. Et du coup, hop, 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 hop. Euh, voilà. Moi, je voulais donc parler de trois pour moi, promesses un peu de la syntropie qu'on a pu voir aussi dans le temps, dans les 3 ans, là, dans les 3 saisons, euh, et qu'on a pu ouais, tester, expérimenter un petit peu. C'est l'autosuffisance en intrants, c'est le dynamisme. Attends, bébé. Ouais, attendez, pardon, je suis un peu perdu. Euh, euh, ouais, ok, je ramène Siméon à la belle-mère et on continue. Ça Je suis marche. désolé. T'inquiète. Je prends une question en attendant. Pour Jürgen, tu demandais est-ce que les maïs et les tournesols pour planter le cycle secret de l'eau possible? Sur le sujet des maïs et tournesols, c'est des plantes qui ont été beaucoup citées par Anaël Terry, en particulier dans son livre, dans les vidéos qu'elle a faites. Il faut pas le prendre comme un absolu. Loin de là, et c'est pas des plantes qui sont indispensables à la réussite d'un
système PIC. Donc chez Ansem, le placenta, donc qui sont les premières années, année en général, ou les 2 premières années, en tout cas des annuels et des bisannuels du système. Euh, de mémoire, Fabien, tu pourras dire l'inverse si je dis des bêtises, mais il n'y avait pas de maïs, peut-être des tournesols, mais je sais plus. Mais voilà, l'idée, encore une fois, c'est de planter une succession et que le système avance dans le temps. Donc on est sur un système qui évolue, donc les tournesols et les maïs seront là qu'une année, et je suis même pas sûr que chez Anselme, il y en ait eu. Donc, Ouais, je confirme ce que tu dis. Et je crois que la première année, bah, Ansem qui vient de revenir pourra le confirmer. Il me semble que vous aviez mis dans les nids de graines du maïs. Maintenant, sur les... Donc moi, je suis arrivé début 2023. Et sur les lignes qu'on a plantées, les nouvelles lignes qu'on a plantées, et puis, enfin, en fait, on n'a pas du tout travaillé avec le maïs et le tournesol. On a plutôt travaillé avec l'ail, l'oignon, la févrole en placenta, et les fraises, bien sûr. Mais voilà, je rejoins à 200% Lucas sur le fait on entend énormément parler du maïs et du tournesol comme étant la plante phare essentielle à la syntropie, mais non, c'est pas le cas. C'est ce que disait Anselme, il n'y a pas de recette, il y a des principes. Et maintenant, voilà, avant tout, c'est s'adapter à ces conditions pédoclimatiques et pour les microcycles de l'eau dont parlait Yergen, pardon si je prononce mal le prénom, on peut générer des microcycles de l'eau autrement qu'avec le maïs et le tournesol, dès lors qu'on atteint l'objectif d'un système qui est multi-étagé, qui est stratifié avec les principes de la syntropie qu'on pourrait évoquer peut-être un peu après. Ouais. Pardon, Anselme. Tout bon. Merci, Fab. Donc, excusez-moi, ma compagne n'est pas ici en ce moment et donc ça ne marche pas exactement comme prévu, mais c'est bon, on y va. Du coup, donc je parlais des promesses de la syntropie, juste vite fait avant d'aller du coup vers nos apprentissages. Euh, voilà, ça c'est des choses des raisons pourquoi on met en place un système comme ça. Et nous, on a certainement pu voir euh, que ces choses sont réelles, en tout cas pour la partie autosuffisance. On voit on commence à voir là dans la première année, dans la troisième année, qu'on commence à produire beaucoup de biomasse avec nos plants de support. Et donc, on n'a pas besoin de racheter du mulch. Par contre, on a dû encore mettre quelques amendements parce qu'on a eu des soucis dans la production et donc on a vu qu'il manquait certains éléments, notamment du calcium. Et donc, on a dû faire un apport en calcium. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore autosuffisant, mais en tout cas, on devrait atteindre l'autosuffisance de mulch, de matière organique. Maintenant, et, euh, et normalement, avec les améliorations qu'on a faites, on devrait aussi ne plus avoir besoin d'ajouter d'autres éléments. Et la dynamique, ce fameux saut du chat et voilà, cette croissance incroyable qui est présente grâce à la taille et à la perturbation, c'est quelque chose qu'on a pu voir surtout cette année parce qu'on a encore fait quelques erreurs les premières années ici. Et du coup, on n'a pas eu forcément au début tout de suite cette dynamique parce qu'on n'a pas toujours suivi à temps la taille et la perturbation. Et là, cette année, surtout Thomas et Fabien étaient vraiment dédiés au verger et voilà, on a réussi à créer une dynamique vraiment assez impressionnante qui nous a tous un peu épatés. Bon, la météo a vraiment aidé cette année avec toute la pluie. Et après, la résilience, ben, on n'a pas encore pu tester ça réellement parce qu'on n'a pas eu des sécheresses ou des vents incroyables ou je ne sais pas quoi. Donc, je ne peux pas te dire. Bon, je peux dire qu'on n'est pas résilient aux limaces encore. Mais bon, ça, c'est peut-être un peu pareil partout. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait moi comme choix pour créer ce verger? J'ai surtout fait le choix de me faire accompagner parce que même voilà après bon j'ai fait 2 formations, 2 fois une formation de 5 jours sur la syntropie et j'ai eu 2 semaines d'autres formations et après j'ai un background de la comme gestion de ressources naturelles mais je me sens pas faire un design syntropique moi-même encore et je ne connais pas encore assez sur toutes les plantes qui pourraient aller dans ce design et je ne comprends pas encore leur comportement dans le temps.
Et donc, et surtout, voilà, je voulais pas, puisque l'idée, c'est vraiment une ferme productive et que ce verger soit productif et économiquement rentable, je voulais pas prendre le risque de faire beaucoup de conneries et d'apprentissage sur des grandes surfaces. Bon, grande surface, c'est tout relatif, mais voilà, ce n'était pas un projet pour apprendre pour moi, mais l'idée, c'était de créer vraiment une production qui peut nourrir des gens autour et qui peut aussi surtout créer des emplois et un modèle économique derrière. Du coup, j'ai fait le choix de me faire accompagner par Terra Network, donc Felipe qui m'a aussi formé, et Lisa, Lily, comme on l'appelle, qui est, qui a une ferme, elle, en Allemagne, et qui viennent visiter 6 fois par an. Et voilà, c'est un grand investissement pour avoir ces visites régulières. Donc, il y a Lily qui vient 6 fois et Philippe, il vient 2 ou 3 fois. Et, mais ça permet vraiment tous les mois, tous les 2 mois au moins, il y a quelqu'un qui voit l'avancée et qui nous donne un feedback et qui a déjà cette expérience que nous, on acquiert encore ici. Et donc, ça, c'est un choix important que voilà, je peux recommander, en tout cas pour ceux qui veulent faire ça sérieusement, de se faire accompagner, pas forcément dans la même formule que nous, qui est assez onéreux, euh, mais au moins une fois par an, d'avoir une visite de quelqu'un qui a déjà voilà, beaucoup plus d'expérience, je recommande. Et puis, on a fait aussi le choix d'appliquer 100% la syntropie comme je l'ai appris et de ne pas faire des raccourcis ou inventer des choses nous-mêmes. On a donc, voilà, on a fait tout comme il faut, avec les nids de graines et avec toutes les étapes de plantation et tout le soin et les petits gestes et tout ça. Et la taille très régulière et l'attention à voir toutes les semaines, toutes les plantes. Donc, on essaye vraiment d'être au top de la gestion pour pouvoir vraiment tester cette approche complètement. Parce que si on fait un petit peu, je plante quelques arbres supports et je dis j'ai fait la syntropie, c'est chouette, bah, on ne peut pas parler de ça derrière, on ne peut pas dire j'ai des résultats, j'ai pas de résultats. Donc nous, on a dit bah, on fait 100% et après on peut voir si ça marche pour nous ou pas. Et si on peut en parler publiquement et recommander de faire comme ça ou pas. Pour l'instant, je ne peux pas recommander de faire ça parce que je ne peux pas encore vous dire que ça marche. Il faudrait qu'on refasse un webinaire dans quelques années. Je peux vous dire qu'on a quelques bons résultats, mais c'est plus anecdotique que mesuré parce qu'on n'a pas non plus, nous, les moyens de mesurer tous les grammes et les heures et les minutes et les litres ou les kilos. Donc, on espère de se faire accompagner pour les scientifiques à l'avenir pour aussi mener des études plus pointues sur la syntropie. Du coup, le troisième choix, c'est donc la placenta, c'est cette première phase de la succession. Euh, et ce qui est recommandé, évidemment, c'est de planter une placenta qu'on peut tout de suite commercialiser pour que dès la première année, on a des rentrées d'argent qui peuvent financer la mise en place et le travail qui nécessite le verger. Donc moi, j'ai fait, parce que ce qui est le plus facile, c'est de planter des légumes, parce que moi, je ne sais pas faire des légumes. Et je ne voulais pas lancer toute une autre. J'avais une gamme de produits à base de miel et de châtaigne que je commercialisais. Et commercialiser des produits frais, des légumes, c'était toute une autre chose que je ne voulais pas ajouter à notre charge. Je préférais qu'on... Parce qu'on avait de toute façon les autres parties de la ferme à gérer. Voilà, je me suis concentré là-dessus et sur la mise en place du système plutôt que de produire dès la première année des choses à vendre. Bon, voilà, ça m'a coûté, mais ça nous a permis de continuer à faire le reste du travail et à s'occuper de notre verger, ce qu'on n'aurait peut-être pas pu faire si on aurait commencé à commercialiser des légumes. Donc, pardon, je vais peut-être un peu loin ou lentement. Donc, voici l'équipe de choc. Donc, il y a Thomas, il manque Fabien, mais on le voit sur une autre photo. Il y a Lily, donc de l'Allemagne, Felipe, qui est brésilien et aussi vit au Portugal, moi-même, et Thomas, qui est là depuis tout le début, depuis 3 ans, et qui a vu toute l'évolution et accompagné le verger dès son début.
Du coup, pour J'essaie de enfin l'écouter. venir à quelques apprentissages. Euh, Effectivement, moi, je trouve la syntropie toujours après, depuis, donc, 6 ans plus tard, depuis mes premières rencontres avec la syntropie, je trouve toujours une approche géniale et qui vaut vraiment le coup de mettre en place partout, mais c'est très complexe et c'est assez pointu. Et donc, il faut vraiment euh, y aller avec humilité et apprendre beaucoup sur les végétaux qu'on met en place, dans l'idéal en amont, ou alors on commence très petit et on apprend au fur et à mesure avant de faire des plus grandes surfaces. Il n'y a pas beaucoup de tâches très très simples parce qu'il faut tout le temps regarder autour et comprendre quand on taille une feuille ce que ça fait à la plante et imaginer le film dans 2 semaines, un mois, 3 mois, etc. Et aussi pouvoir imaginer ça dans 4 dimensions. Et c'est vraiment un travail avec énormément d'attention aux détails. Euh, et donc, voilà, c'est recommandé de bien se former et si on veut, surtout si on veut faire ça professionnellement ou sérieusement, bon, c'est peut-être péjoratif de dire quelqu'un qui fait pas ça comme ça n'est pas sérieux, c'est pas ce que je veux dire, mais euh, si on veut tester la syntropie complètement, bah, il faut bien se former et prendre le temps de faire attention à tout. Euh, et pour vous montrer donc des erreurs qu'on a faites nous, euh, je veux parler vite fait du sureau et des nids de graines. Donc le sureau, il a, comme on a vu dans le design, si je remonte vite fait ici, il est présent partout. Hein. Le sureau, c'est cette petite fleur blanche avec les petites feuilles composées là. Et donc, en fait, il est strate moyenne basse. Il peut, en dessous des peupliers saules et des fruitiers, il peut produire beaucoup de biomasse et remplir un peu une place en dessous, à côté des saules, et au-dessus et à côté des cassis. Dans ce cas-là, et ici, ben, entre les framboises et en dessous des saules et peupliers. Et il est un grand producteur de biomasse, même avec peu de lumière. Et du coup, ici, il y a une photo d'une ancienne ligne. La photo a été prise cette année, une des plus anciennes. Et on voit ici un trou où il n'y a rien. Sinon, on ne verra pas l'herbe derrière. Et pareil ici. Et ça, c'est un kaki au milieu. Il devrait y avoir un sureau là et un sureau là. Mais on n'a pas su gérer en fait la croissance des sureaux à base de bouture et on n'a pas tout de suite compris leur importance dans le système. Et donc, bah, quand ça ne marchait pas, bah, ça ne marchait pas. On les a laissés mourir. Et du coup, c'est que début de cette année qu'on a tout replanté, tout repris le verger. Après 3 ans ou après 2 ans, du coup, pour replanter les sureaux partout, pour combler ces trous ou essayer. Pour certains cas, c'était trop tard. Dans les très anciennes lignes, là, il n'y a plus les conditions pour remettre le sureau. Ici, on voit la même chose. Là, il y a un autre kaki, c'est la même ligne, un peu plus loin, pris de l'autre côté. Là, il y a des trous, là, il y a des trous. En fait, là, il devrait y avoir de la biomasse aussi qui fait de la photosynthèse, comme on essaie tout, partout avoir de la photosynthèse. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui est le leçon à apprendre? C'est pas le sureau marche pas, c'est pas du tout ça. Chez nous, le sureau a du mal à partir de boutures. Et donc, nous, on a fait le choix maintenant de planter du sureau en godet avant et d'avoir des sureaux déjà développés, enracinés à planter. Donc, plutôt que d'acheter des plants, on peut les faire nous-mêmes. Et en les plantant en godet, on peut bien mieux s'en occuper que s'ils sont dans le verger et il suffit que tu as une consoude à côté qui pose une grande feuille au-dessus du sureau et du coup, pendant 2 semaines, si on n'est pas là pour le tailler, bah, le sureau, il meurt. Ou alors une gelée fort, etc. Du coup, voilà, ça c'était un grand apprentissage. L'importance de chaque élément dans le design. En fait, on ne peut pas dire l'importance du sureau, mais chaque élément dans le design, s'il est fait par quelqu'un qui sait faire des designs compliqués, pas moi, il faut bah, comprendre le design et du coup respecter chaque élément et faire en sorte qu'il soit là. Euh, Et peut-être, Anselme, juste oui. petite parenthèse là-dessus, pour
tout le monde. Quelque chose qui est souvent oublié. Alors, toi, ça a été les sureaux parce qu'ils n'ont pas pris, mais c'est là sur le système d'enseigne, vous voyez bien les bordures d'aromatiques qui font de la photosynthèse. Et bah, je vais te poser la question, et peut-être que tu auras la réponse, mais c'est quoi la succession du coup en strate ombragée, aussi appelée strate basse? Non, j'ai loupé un truc. C'est quoi la question? C'est quoi la succession de... La succession de tes bordures vivantes, tes Euh, smacks. il n'y a pas, il y a pas de succession. Vraiment, ils sont à la fin de leur succession. Je veux dire, ils vont continuer à faire la photosynthèse et à produire la biomasse. Et il n'y a rien qui va prendre leur place. Ok, Il y a eu les oignons et après les aromatiques et on n'est pas allé plus loin dans la succession des bordures vivantes. Voilà. Parce que, bon, il faut la lumière pour les cassis et tout, donc on n'a pas... mais en tout cas, c'est des plantes qui peuvent aussi continuer à l'ombre pendant un certain nombre d'années de produire de la biomasse. Ok, donc ça, ça c'était marche. l'apprentissage sur l'importance de chaque élément du design, dans notre cas, le sureau. Et après, je vous parle vite fait des nids de graines. Donc, c'est un, c'est un concept très intéressant qui a comme base théorique que chaque arbre a des alliés dans la vie du sol, donc des bactéries et des champignons particulières qui sont euh, amis avec une espèce d'arbre particulière. Bah, on connaît beaucoup de champignons qui portent les noms de bouleau ou chêne ou autres, parce qu'ils poussent là où il y a ces arbres-là. Donc, ils se sont développés en symbiose. Les arbres leur donnent des types de sucre particuliers qu'ils aiment bien, et les champignons ou bactéries, en revanche, leur donnent des minéraux que ces arbres aiment bien. Et du coup, plus on a de diversité d'arbres dans une ligne ou dans un terrain donné, dans un bout de sol donné, bah, plus on va avoir une diversité de vie du sol. Parce que du coup, chaque arbre va favoriser, bah, déjà peut-être venir même par la graine avec des spores, etc., de cette espèce. Et après, du coup, ça va créer plus de diversité, plus de résilience dans le sol. Et du coup, voilà, c'est une sorte d'assurance. Bah, déjà, ça produit beaucoup de biomasse. Donc là, pour vous donner un exemple, qu'est-ce qu'on a ici? On a un frêne ici. On a ici un, un noyer Juglandsrega. Euh, on a ici un noyer d'Amérique, un hickory. Là, si je ne me trompe pas, il y a des petites feuilles de prunier. Et là, il y a un châtaignier derrière aussi. Donc ça, c'est déjà un bon nid de graines avec une belle petite diversité. On a aussi beaucoup de chênes dans nos nids de graines ici, je ne vois pas. Euh, et donc, ça va pousser, ça va jamais être laissé, évidemment, devenir grand parce qu'on est là pour produire des fruits et pas du bois d'œuvre. Donc, ça va être taillé assez sévèrement, même pendant l'année. Euh, mais leur fonction, c'est donc, d'un côté, c'est ça, la production de biomasse, et aussi d'apporter cette résilience en nourrissant la diversité de vie du sol. Voilà. Et du coup, nous, on a aussi négligé en fait l'importance des nids de graines et les premières lignes. Bah, on avait bien fait le boulot de les planter, mais on n'a pas fait le boulot de les suivre. Et donc, cette consoude là, juste à côté, si on ne la gère pas, bah, elle va vite faire quelques grandes feuilles dessus du nid de graines. Ici, c'est au mois d'avril. Et si ça dure trop longtemps, bah, il n'y a rien qui pousse parce que les petites pousses qui arrivent, bah, ils ne voient pas le soleil et du coup, ils meurent. Et donc, les nids de graines ont vraiment besoin d'être chouchoutés pendant les premières 2 ans, comme un peu tout dans dans le système. Euh, donc ça, nous, on a appris cher de l'importance de ça si on veut vraiment faire des nids de graines comme il faut. Et du coup, on en a aussi replanté des nids de graines, comme les sureaux, des nids de graines qui n'avaient pas fonctionné, on a replanté. Voilà donc deux apprentissages pour nous qui nous ont coûté beaucoup de temps là en début d'année pour réparer d'une certaine manière ça. Après, et ça vient un peu avec ça, de juste comprendre que la syntropie,
ça prend beaucoup de temps et de travail. Et voilà, nous, on a surtout les premières 2 ans, comme je disais, il y a beaucoup de travail, de détails à faire. Et nous, on s'était donné comme objectif de faire 4 lignes par jour pour atteindre à faire toutes les lignes du système une fois par semaine, que chaque plante, elle est visitée une fois par semaine pour être sûr qu'on ne loupe pas une phase, que, comme une vague, comme dit Philippe. Tu as les plantes qui croissent et du coup, si on ne les coupe pas au bon moment, bah, elles vont partir en sénescence et ça va redescendre. Ça va être difficile de récupérer cette énergie pour remonter. Euh, et du coup, bah, pour vraiment être au taquet, il faut dédier vraiment le temps qu'il faut pour ça. Et pour nous, pendant de février à août, bon, en tout cas pour la partie management, on peut dire du mois d'avril jusqu'au mois d'août, il y a eu 2 personnes au moins à mi-temps qui étaient au verger tous les jours du coup. Euh, on a eu évidemment, on a les autres axes de la ferme aussi à gérer et donc ils étaient aussi engagés là-dedans. Mais ça, c'est pour vous donner une idée. Et là, on n'était même pas encore complètement à 3000 mètres carrés. Bon, après, on apprend encore, on n'est pas encore au top de notre management. On pourrait certainement gagner en efficacité encore avec l'apprentissage et l'avancée. Et certainement, ce chiffre-là, il va diminuer avec l'âge du verger. Ça veut dire plus les lignes sont avancées, ben, moins ils auront besoin de temps, moins ils auront besoin de travail de détail. Et voilà le Dream Team qui s'est occupé en très grande partie du verger. Il y a Fabien à droite et Thomas à gauche, l'un à la plage et l'autre sous la pluie, on dirait. Voilà, moi, j'ai géré beaucoup les autres éléments de la ferme et les enfants et d'autres projets. Et donc, eux, ils étaient dédiés principalement au verger. Et pour Et, donner peut-être une indication, bien les lignes qu'on voit là, c'est la troisième année de pousse, c'est ça? c'est ça. Ok. Mm. Et du coup, après, la grande question, du coup, comment on peut gagner de l'argent avec ou couvrir ses coûts ou alors faire une fortune avec la syntropie, comme on veut. Euh, L'objectif pour nous, c'est pas de faire une fortune, c'est de couvrir les coûts et de payer le travail qui est fait. Euh, et du coup, voilà, nous, on est encore loin de ça. Je crois qu'on est au moins encore 2, 3 ans avant de rentrer dans nos frais. Euh, mais c'est aussi parce que j'ai fait les choix que j'ai partagés de ne pas avoir une placenta tout de suite commercialisable, de se faire accompagner, donc avec des frais d'accompagnement, de conseil. Euh, et, euh, et, 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 et après, il se pose la question, donc comment on peut valoriser ces produits, comment on peut valoriser le surplus du travail qui va dans un verger syntropique par rapport à un verger agroécologique autre. Euh, voilà, comment on peut faire en sorte que les gens comprennent cette différence et sont prêts à payer un surplus pour ça. Euh, et donc, est-ce qu'on travaille sur une marque commune, sur un label, ou est-ce qu'on réussit à raconter cette histoire? Est-ce que c'est ici dans le Morvan que je vais vendre des produits syntropiques euh, chers ou alors valorisants, on va dire? Cher, c'est peut-être un peu péjoratif, mais est-ce que voilà, je peux mettre un prix valorisant sur mes produits en les vendant ici ou est-ce qu'il faut que j'aille à Paris ou à New York pour les vendre pour trouver le public qui est prêt à payer le surplus. Donc j'ai trouvé du public qui aime bien manger mes fraises, mais c'est pas très rentable qu'en 6 millions on les mange tous. Mais on en a vendu, donc cette année on a eu des premières productions de fraises et framboises. Et on a vendu beaucoup à des restaurateurs parce qu'on n'a pas encore le labo de transformation à la ferme et on a proposé un peu de cueillette libre. Euh, Nous, on compte, donc on va construire un labo pour transformer nos fruits, notamment en feuilles de fruits, en cuir de fruits, fruit leathers. C'est un des produits que j'aimerais développer. C'est des pâtes de fruits, on peut dire, mais non cuites,
crue du coup et beaucoup plus fine, sans aucun ajout de sucre, mais très sucrée puisque c'est concentré avec le séchage. Et donc ça, c'est un produit que je crois peut valoriser euh, le travail qu'on fait. Et on va développer d'autres produits. On réfléchit à la fermentation et des confitures crues et d'autres projets, mais on n'a pas encore faire tous les tests. Et voilà, là, on attend d'avoir notre labo pour avancer là-dessus l'année prochaine. Parce que si on vend juste fraîche nos produits, bah, ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée et ça ne couvre pas beaucoup du frais. Bah voilà, je crois que je vais m'arrêter là et je vais arrêter le partage. Je vous mets déjà ici, si ça intéresse quelqu'un, mes coordonnées. Je vous dis merci pour l'écoute et voilà, il y a toute l'équipe qui vous dit cheers. Euh, donc, si vous avez des Yes. questions ou vous passez dans le coin, n'hésitez pas aussi de me contacter. Mais merci Anselme pour ta petite présentation. On va passer à un temps de questions maintenant. Pour le déroulé des questions, ce qu'on s'était vu en début de webinaire, c'est qu'on va prendre deux temps de questions. Un temps Mm. de questions spécifiques dédié au contexte d'Anselme, à ses choix techniques, à ses coûts économiques, enfin voilà, des questions vraiment précises sur le choix d'Anselme. Et après, de manière plus large, des questions liées à l'agriculture syntropique, si vous avez des interrogations, s'il y a des choses que vous n'avez pas trop compris vis-à-vis de ça, ou pourquoi Anselme a fait tel ou tel choix. Voilà, on prendra ces questions dans un second temps. Je vous dirai quand on passera à ce temps. Donc, il y a eu pas mal de questions de chat dans ta deuxième partie. Alors, n'hésitez pas, je vais vous inviter à les poser à l'oral, comme ça sera plus chaleureux et il n'y aura pas que moi et Anselme qui ont parlé de ce webinaire. Prédon, tu avais des questions, deux ou trois, il me semble, une sur les animaux, une sur le travail et sur les ravageurs. Vas-y, je te laisse les poser et après, Anselme, tu pourras y répondre si tu as les réponses. Ouais. Bonsoir. Je vais mettre ma caméra aussi, je crois encore, ce sera un peu plus simple et plus sympa. Ma question, bonjour Anselme, bonjour à tout le monde. C'était un petit peu de savoir quelles sont les implications éventuelles d'animaux dans la tenue de ta parcelle de Saint-Tropez. Mm. Est-ce que tu envisages d'une part l'utilisation d'animaux pour faciliter le travail et deuxièmement, quels sont les impacts des ravageurs, enfin ravageurs, c'est un grand mot, des ravageurs sur les lignes d'arbres, en fait. Mm. Voilà. OK. Donc, des animaux, on en a des dizaines de milliers dans notre système, mais ils sont tous dans le sol. Il y en a avec 6 pattes et 1000 pattes et 100 pattes. Et aussi, voilà. Mais on n'a pas d'animaux à 2 pattes ou 4 pattes dans notre système et on n'en aura pas parce que tout va être bouffé. Et euh, les syntropistes ont un point de vue assez, euh, comment dire, un peu pessimiste sur les animaux domestiqués parce qu'ils pensent qu'ils sont bêtes, en gros, ils ne savent plus comment se comporter correctement dans un système, dans un écosystème, et il faut beaucoup d'attention à les gérer. Du coup, on ne peut pas avoir des moutons ou des poules ou quelque chose dans notre verger, c'est pas imaginable. On peut concevoir des systèmes syntropiques pour, mais il faut concevoir ça pour. Donc, euh, et c'est pas le cas pour nous, on n'a pas prévu, voilà, on préfère tendre nous-mêmes au tracteur et au gasoil. Euh, donc, ça, c'est pour les animaux. Les ravageurs, donc voilà, ça, c'est des animaux qu'on a. Et puis, pardon, il y a des animaux à 4 pattes, mais ils ne sont pas dans le design, mais ils sont là. Donc, on a beaucoup de mulots. Et on a aussi la taupe. Alors, les mulots, ils ont eu un impact pas énorme, je trouve. Peut-être Fab, tu auras un autre point de vue. Mais on trouve des galeries partout. C'est surtout les premières années, les premiers 2 ans, on trouvait partout des galeries. J'ai l'impression que l'année dernière, il y en a eu moins. Et on les voit parfois en pleine journée courir. Mais c'est pas, ça semble pas être la cause des problèmes qu'on a eus.
Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils bouffent en fait, mais ils bouffent des vers de terre et d'autres animaux, mais ils ne semblent pas bouffer nos plantes. Parfois, on a eu quelques plantes qui ont vraiment stagné, comme les myrtilles. Et en les tassant, on voyait que bah, en fait, il n'y avait pas beaucoup autour. Ça veut dire les galeries étaient tout autour des racines. Et du coup, en fait, il y avait beaucoup de trous d'air autour des racines et elles ne pouvaient pas en fait, s'enraciner. Donc, c'est pas que les ravageurs ont mangé leurs racines, mais il y avait des galeries tout autour. Et du coup, les racines n'étaient pas en contact avec suffisamment de terre pour que l'arbre pouvait vraiment grandir. Et du coup, ça, c'est les dégâts principaux qu'on a vus. Euh, Hop, j'ai vu des thumbs up. C'est bon pour toi? Très bien. Alors voilà, d'autres Super. questions. Merci Anselme. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et à les poser directement. Alors, vraiment les questions dédiées au contexte d'Anselme. Et donc Pierre, je vois tes questions dans le chat, on les prendra juste ensuite à la fin de ce temps de cette première slave de questions. Il y avait Jeda qui avait une question sur combien de temps de travail à la journée en moyenne. Et donc Fabien a répondu dans le chat en disant que commençait à 8h, vers 8h45 et finissait à 18h chaque jour, avec une obligation de temps de travail. C'est assez. Bon, voilà, c'est des journées d'agricultrice ou d'agriculteur, Ah, là, ça coupe, mais je quoi. t'entends pas. Ah, est-ce que vous m'entendez bien? C'est un peu Mieux. coupé, je crois. Voilà. Ouais, bah c'est nombre d'heures par jour, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on fait d'autres choses, d'autres journées. Comme je disais, Thomas et Fabien, ils n'étaient pas à temps plein sur le verger, mais quand même une bonne partie. Et, voilà, il y a des agriculteurs qui commencent à 6 heures hein, et qui arrêtent à 18 heures. Donc, on on n'était pas les pires. Mais ça a beaucoup, beaucoup taffé. Et bon, on n'a pas pu noter tous les heures qui ont été faites, mais Alors, prends la question Fabien voulait peut-être répondre. Oui, oui, c'était plus de pour l'or, puis compléter. Pour compléter, c'est ce que j'écrivais à Jeddah. On s'était donné pour rigueur de voir le système dans son intégralité sur une semaine. Et du coup, voilà, à l'époque, on avait 19 lignes, on en a 22 maintenant, étant donné qu'on en a planté trois dernières le mois dernier. Mais disons que nos heures de travail au verger étaient intimement liées avec cette intention on parlait du walk-through. À la base, c'était juste marcher à travers et après, ça s'est transformé en walk, travailler through, donc travailler à travers. Donc, c'était plus juste on se baladait, on regardait. Non, c'était plus, voilà, on mettait des coups de sécateur, un peu le travail de fourmi qu'on a eu à faire tout du long de cette année. Mais voilà, disons que c'était plus cet objectif-là de faire tout le système en une semaine. Et donc, en divisant le nombre de lignes qu'on avait, ça nous faisait 4 lignes par jour. Et donc, on se donnait ça pour rigueur. Voilà. Et de toute façon, et c'est pour ça aussi dans ma réponse, j'ai précisé que c'était au printemps, c'est que, étant donné qu'on travaille avec le vivant, on travaille uniquement avec les rythmes du vivant, justement. Donc, c'est vraiment très saisonnier, disons, comme travail. Au printemps, c'est beaucoup plus intensif qu'à cette période-là, par exemple, où les végétaux dorment. Donc, en tout cas, bientôt. Donc, voilà, c'était le petit complément. super, merci beaucoup. Hello, Euh, alors, il y avait Laure, tu avais une question, et je ne sais pas, il y a quelqu'un qui essaye de poser une question, donc ouais, vas-y, pas comment lever la main. vas-y. Du coup, je me suis permis de prendre la parole. En plus, c'est par rapport à justement, est-ce que c'est possible de détailler un petit peu la journée de travail, du coup? Quelles sont les actions qui sont faites? Tu dis que tu faisais 4 lignes, 4 lignes dans la journée. Qu'est-ce que tu regardais exactement? Est-ce que c'était de la perturbation? Ou, enfin, voilà, est-ce que tu peux détailler un petit peu du coup, le contenu de la journée de travail? Hmm. Je vais laisser Fabien surtout répondre, mais il n'y avait pas vraiment de journée type parce que selon la saison, il y avait d'autres choses à gérer. Mais vas-y, Fab, en fait, c'est surtout le management, en fait, donc la perturbation. Ouais. Bah déjà, on commençait par une petite réunion matinale pour justement savoir ce qu'il y avait à gérer en interne au sein de l'entreprise, parce que comme l'enseigne l'a très bien dit, il y a pas que l'aspect syntropique, il y a les châtaignes, il y a le miel,
il y a les marchés, il y a énormément de choses qui gravitent autour de cet écosystème des bocaux d'amour. Maintenant, pour le management à proprement parler, c'était ça, c'était aller voir un petit peu ce qui se passait. Et quand on disait qu'on manageait Kathleen, c'était vraiment essayer d'incarner une sorte de flow. C'est comme ça que Felipe disait, et j'aimais bien cette métaphore, c'est-à-dire que étant donné qu'il y a une énorme densité de plantes, si on s'arrête sur chacune des plantes longtemps pour vraiment essayer d'être parfaitement correct avec la taille, enfin, bien évidemment, on faisait attention à comment on taillait, mais je veux dire par là qu'on était plutôt vigilant sur l'efficacité. Bon, en vrai, on n'était pas tellement efficace, c'est ce qu'Ansel disait, on pouvait gagner en efficacité par rapport à notre J'ai management. rien dit, hein. Parce que bah voilà, en fait, c'est un juste équilibre à trouver entre à la Mm. fois voir toutes les plantes présentes au sein du verger et à la fois avoir l'action juste et bénéfique pour la plante et pour l'ensemble de l'écosystème qui se présente à nous. Mm. C'est intégrer. En fait, on a des interactions, certes, avec une plante dans son unité, ok, mais en fait, ce qu'on considère, c'est l'ensemble. On prend toujours, on essaie toujours de voir ça de manière holistique et globale. Et du coup, concrètement, ça veut dire que dans un premier temps, par rapport au management, on regarde le sol s'il y a des choses à désherber, donc que ce soit du chien-dent, etc., pour le désherbe. Et après, on va venir tailler, donc les aromatiques, souvent, le plus souvent, c'est les aromatiques qu'on a taillés. Et une fois qu'on a taillé ces aromatiques-là, on va les remettre au sol de manière assez homogène pour nourrir le sol, couvrir le sol, permettre de capter l'humidité, etc. Et après, voilà, c'est essayer d'avoir le regard un peu partout, à la fois sur les aromatiques qu'on taille, et en même temps un peu regarder plus haut pour voir si la branche du sol, elle ne va pas gêner le pommier qui est juste à côté, auquel cas on peut la tailler un peu. Enfin, voilà, mais c'est Mm. du coup essayer Enfin, je te laisse, Ansem, j'ai vu que tu avais la main. Mm. Je crois que tu voulais rajouter un truc. Ouais, je dirais que l'objectif de donc nous on travaille ça on appelle ça le management, le travail de base. Et l'objectif c'est de donner les conditions idéales à nos objectifs culturaux, à nos fruitiers et petits fruits. Et donc pour faire ça, il faut gérer les aromatiques, il faut gérer les spontanés. Nous on a beaucoup de dandelion, de pissenlit, millepertuis, non pas millepertuis, achillée millefeuille et d'oseille et aussi de plantain. Donc ça, c'est les quatre principaux qui poussent partout dans les lignes. Donc on passe beaucoup de temps à les gérer, on ne les déracine pas parce que bon, ils font de la biomasse, ils font de la photosynthèse, mais il ne faut pas qu'ils prennent le dessus. Et pareil avec les aromatiques, bah, il faut que les fruitiers puissent pousser. Donc au début, quand les fruitiers sont tout petits, ça peut qu'un aromatique gêne un fruitier. Plus tard, ça peut plus être le cas. Il faut que nos cassis, par contre, là, et les nids de graines. Donc, il faut protéger les cassis et les nids de graines de la puissance des aromatiques, beaucoup. Voilà, donc c'était, je dirais comme ça, hein, c'était donc l'objectif de créer les bonnes conditions pour nos fruitiers et nos petits fruits, et donc gérer tout autour pour qu'elles ont ce qu'il leur faut, en termes de lumière, en termes d'espace. Voilà. Super. Merci beaucoup Anselme et Fabien. Il y avait Laure, et après je prends la question de François. Laure disait, est-ce que tu as eu des soucis avec des animaux à quatre pattes comme les chevreuils qui viendraient manger les arbres, notamment la première année ou les cassis? On a mis en place une clôture, euh, euh, mais on n'a pas eu de soucis particuliers. On a eu petite attaque de lièvres donc, qui ont Mm. bouffé quelques un peu de racines sur la première année, mais on n'a pas eu depuis. Mais aussi, il faut dire qu'il y a un petit corridor de pré Ok, entre nous et la forêt. On n'est pas juste à côté de la forêt, donc il n'y a pas une pression énorme. Notre clôture, elle est moyennement sécurisée, mais elle est là pour déjà donner une impression de boundary. Voilà. super, merci. Vas-y François. T'as t'as le micro coupé, c'est bon. Alors, bonsoir, salut Anselme. Bonsoir. Moi, c'était surtout une réaction aux questions qui amènerait par rapport au fait de ce qu'on parlait juste avant, quand vous disiez qu'il va passer énormément de temps, là, donc Caroline sur une journée. Je sais pas si c'était à deux ou si c'était une personne, vous étiez tous les deux en même temps.
Est-ce que du coup, ce problème-là, parce que je trouve ça personnellement très long pour une ligne de 35 mètres, est-ce que du coup, ça vient pas du design qui n'a pas été pensé justement sur une grosse diversité? Est-ce que c'est parce que vous étiez vraiment dans une opération chirurgicale plutôt qu'une opération de comment dire, d'envergure? Euh, Enfin, moi, ça me paraît être du coup, bon, le mot est péjoratif, mais entre guillemets, chipotage, de chercher vraiment sur la toute petite ligne et tout ça, et du coup, au détriment du temps de travail, avec est-ce que réellement, en termes de temps de travail mis avec l'efficacité mis derrière, est-ce que finalement, on n'est pas sur un ratio négatif hein, là-dessus, alors qu'on Mm. pourrait énormément, juste en étant moins pointilleux, c'est-à-dire vraiment à chercher à la feuille, on va dire, en exagérant, permettre quand même de pouvoir le sortir. Et est-ce que le design, votre design, j'ai encore une fois loupé le début, je suis désolé, mais est-ce que le design, du coup, ne tend pas aussi à avoir cette difficulté là-dessus? Voilà. Je sais pas si. Est-ce que tu veux que je te reprécise la question ou Non, pas? non, c'est très bien. Ouais, c'est une très C'est bon. bonne question. Ok, En fait, merci. du coup, nous, on a fait le travail minutieux parce que euh, c'est ce qu'ils nous ont dit nos conseillers de faire et c'est ce qu'on voyait était nécessaire. Parce que si on ne le faisait pas, bah, il y avait des choses qui prenaient les dessus et on ne gérait plus la succession et, ou la stratification. Et du coup, effectivement, là, avec un petit peu de recul, j'aurais posé des questions à Felipe par rapport au design qu'il a fait et notamment le design qu'il a fait là pour les prochaines lignes, donc la prochaine partie du verger à planter qui va être différente. Bah, euh, il a pris ça en compte, le fait qu'il faut simplifier et réduire le temps de travail. Mais bah, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à apprendre avec le management de faire ça de manière efficace. Et c'est quelque chose bah, qu'on a tout juste appris à la fin, je voulais dire, de cette année. Fabien, il est arrivé en février et Thomas et moi, les années d'avant, on n'avait pas euh, gérer ça au top. Et du coup, là, cette année, c'est une grande année d'apprentissage du management. Et donc, je crois que l'année prochaine, on va être beaucoup plus rapide. Et aussi, comme je disais, bah, les cassis vont être plus grands, les nids de graines sont là, sont établis. Donc, on n'a plus besoin de prêter autant d'attention à tout ça, peut-être aux détails comme on a dû le faire ou comme on l'a fait cette année. Après, voilà, est-ce qu'on peut faire des raccourcis? Ben, en fait, voilà, comme je disais, ça c'est un choix qu'on a fait de ne pas. Voilà, on voit déjà ce que ça donne avec le conseil qu'on a choisi. Euh, et du coup, là, après cette année, effectivement, c'est clair qu'il faut qu'on fasse plus rapidement, de manière plus efficace et qu'on ajuste le design des prochaines lignes pour avoir peut-être des plantes plus grosses, mais moins grand nombre, ou euh, bah, j'avoue que je ne sais pas exactement en fait qu'est-ce qu'il faudra changer dans notre design. Mais bah, ça, c'est pour moi, c'est ça la question clé en fait de la syntropie. Comment faire le management de manière efficace pour qu'on n'y passe pas sa vie. Parce que, comme je disais l'autre jour, bah, on plante du travail en fait. 90% du temps, on passe sur des plantes qui ne sont pas nos fruitiers, qui ne sont pas en fait le rendu économique. Et est-ce que ça a du sens? Bah, voilà. En Ça théorie, c'est chouette. marche. On crée la biomasse, on nourrit le sol, blablabla. Bla, bla, bla. Du coup, là, il faut voilà, on ne peut pas encore répondre à cette question vraiment. Et ça rejoint la question de pré-don enfin, qui avait été posée sur la. Est-ce qu'il y avait je peux peut-être y répondre, des études comparatives entre agriculture syntropique et verger classique, on va dire conventionnel ou bio. Aujourd'hui, il n'y en a pas encore qui ont été faites. De comparaison. Il y a une étude qui sera potentiellement lancée cette année, à voir si l'appel à projet au niveau européen est gagné, qui nous permettra d'avoir des informations. Après, vous avez les travaux d'Evelyne Le Terme sur le sujet, qui a aussi fait des recherches, et le GRAB d'Avignon, qui a pas mal travaillé aussi avec des systèmes agroforestiers qui bon, sont beaucoup moins denses et stratifiés que des systèmes syntropiques. Mais voilà, c'est un système de pommiers sous des noyers.
Voilà, c'est vraiment très simplifié encore comme système, mais ça, il y a des bribes de réponses qui peuvent se dessiner, bien que les études ne portent pas encore trop sur le temps de travail, mais plutôt sur enfin, sur comment les essences évoluent à l'ombre d'autres essences. Voilà. Nous, c'est sûr qu'on veut participer à des études comme ça à l'avenir et voilà, on ne peut pas nous mener la recherche, on n'est pas des scientifiques, mais on s'est proposé à divers projets déjà de faire partie de leurs projets de recherche. Et voilà, ça va aboutir, mais ça prend son temps, le monde scientifique. Et parlant d'études et tout ça, je voulais aussi juste signaler que mon cher ami Fabien, qui était dans un apprentissage, dans un contrat d'apprentissage ici pendant 8 mois, il a écrit une super thèse sur notre verger et sur notre ferme, et qui présente le design, qui résume les choix faits et le travail qu'on a fait et tout ça, et qui détaille aussi un travail qu'il avait fait lui sur un nouveau design. Et donc, je ne sais pas, Fab, si tu veux mettre le lien là dans le chat, par exemple, ou si Luca, tu peux l'intégrer après dans un futur mail. Euh, voilà, et je vous recommande vraiment de lire ça. Ça peut, voilà, ça va dans beaucoup plus de détails que ce qu'on a pu présenter aujourd'hui. Et, euh, et c'est un précieux travail qu'a fait Fabien et qui va bénéficier à notre ferme. Mhm. Merci Bien. Ansel pour ça. J'en profite du coup pour glisser le fait qu'on a officiellement lancé le site de l'association Destination Saint-Tropez en ligne. Wouhou. Ça, c'est vraiment super cool. Trop bonne nouvelle. Et puis, on est très content du résultat. Du coup, bah, j'ai pas encore mis le rapport sur le site, mais ça ne saurait tarder. Là, actuellement, il est en PDF. Mais voilà, on réfléchira On pourra le joindre par mail à la fin du webinaire, ouais. Parfait. Super. Et puis, en plus, je l'ai un peu retravaillé, donc c'est top. Là, il est plus abouti. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions spécifiques au contexte d'Anselme, plutôt texte sur sa technique? Je vois François qui a la main levée dans le chat si vous avez euh, des questions, n'hésitez pas. Après, je propose, là il va être 19h30, de passer pendant 15 minutes à des questions plus globales sur, euh, sur l'agriculture synthropique. Si vous avez des questions, chez moi il y a ça, chez moi il y a ça. Enfin voilà, n'hésitez pas. Et voilà. Puis j'en profite, il y a Marie qui demande dans le chat si la carte de l'agriculture synthropique sera mise sur notre site web. Elle y est déjà. Notre site web, vous pouvez y aller, vous tapez HTTPS. Enfin voilà. Fabien va vous le mettre dans le chat. Mais n'hésitez pas à aller. On a mis pas mal de choses dessus. Vous avez un document en support de design pour vous aider dans vos designs qui arrivera dans les semaines. Voilà. Et, euh, et voilà. Donc Et oui, François avait une question. François avait une question. Vas-y. Alors, la question, c'est, je crois que tu as mis des plançons dans tes lignes de design, c'est ça? Sur les Ça départs. dépend. Ça dépend, ouais. Et On a expérimenté un peu avec les deux. Donc, plançon, c'est des boutures hautes. Nous, je ne sais pas si tu as une autre définition. Pour nous, c'est une bouture haute avec un hmm. apex. Et sinon, c'est une bouture. Voilà. Donc, on a utilisé des boutures petites comme ça, de 30-40 cm. Et selon en fait, la hauteur des plantes, déjà des autres plantes dans une ligne, on aura aussi utilisé des plançons. Et donc, du coup, la question, c'est est-ce que tu avais trouvé vraiment un intérêt à mettre des plançons par rapport aux boutures ou est-ce que c'était kiff-kiff? Quel intérêt, enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait de mettre des plançons ou au contraire, est-ce que c'était plus compliqué, quoi? Hmm. Bah, c'est encore un peu un sujet de débat au sein de l'équipe de la ferme. Euh, on a fait une année, on a planté dans une ligne de framboises des plançons, où du coup, bah, il y avait un écart énorme entre les plançons qui se développaient déjà là-haut et les framboises qui commençaient tout doucement en bas. Et ça créait un sort de dynamique qui n'était pas vraiment aidant pour les framboises. Et du coup, on les a tous ramenés, en fait. On les a tous CP, mais au milieu de l'année, en fait. Je me souviens plus exactement à quel moment de l'année, mais en fait, on a vu que ça fonctionnait pas comme ça.
Après, on l'a réutilisé cette année dans des lignes où on a mis des arbres. Rappelle-moi, Fabien, c'était dans les lignes de fruitiers là qu'on a planté ou dans les lignes framboises cette année? On a mis des plançons. Je me rappelle. C'était dans les lignes intermédiaires, je crois, de souvenir, parce qu'en effet, les saules et les peupliers, on allait les gérer différemment en fonction de s'ils étaient sur les lignes intermédiaires et sur les lignes fruitières. Et je crois qu'on était parti sur des plançons sur les lignes fruitières, C'est ça. mais en vrai, j'ai un petit doute. Là, tu vois, on est vraiment au top, nous, avec le design et la documentation. Attends, Pourquoi, toi, tu as eu quoi comme expérience, François, avec les plançons? ça va me revenir. Moi, j'ai pas mis de plançon, justement. Moi, j'ai mis que des boutures de 40, 50 centimètres. Mais après, je dis encore une fois, j'ai loupé ton début de design. Ouais, non, Donc, dans mais tes ça marche très trouches, bien, hein. Regarde les premières lignes, et là, les saules peupliers, ils ont 4,50 m et c'était, il y a 3 ans, c'était une bouture comme ça. Donc, il n'y a pas de. Je vois pas un avantage particulier à avoir des plançons. L'idée, c'était que si tu as des arbres qui sont déjà grands et tu les plantes, autant faire que tes hmm. espèces support peuvent être à un niveau similaire. C'est ça l'idée des plançons. Ou voilà. Mais Ok, c'était vraiment dans cette idée pour protéger les fruitiers qui étaient déjà hauts, quoi. voilà, c'est ça. Et pour créer une dynamique à cette hauteur-là, puisque donc les plants s'en poussent et du coup les fruitiers, ça va ramener les fruitiers aussi. Euh, mais si les fruitiers sont là et tes plants sont là, bah, ça marche pas, quoi. Bon, et je confirme qu'on avait bien mis les tiges du coup avec leurs apex sur les lignes intermédiaires. Et ce que vous appelez les pinçons, du coup, c'est quoi? C'est les petites sections plus épaisses qu'on met orientées ou c'est l'inverse? Les, C'est des grandes. les grandes. Et bah, du coup, on a mis les pinçons sur les lignes intermédiaires et sur les lignes fruitières, on a mis les boutures plus épaisses orientées du coup vers le sud, de sorte à ce qu'elles repartent non pas directement du coup du pinçon, mais de la base avec un nouveau rejet qu'on managera par la suite, quoi. Donc je confirme ce Ok, qui avait été annoncé avant. merci pour ça. On va passer du coup, s'il y a plus de... Ah, François, tu as une autre question? Ouais, juste une, Vas-y. peut-être pour terminer. Je suis désolé. Euh, Est-ce que dans ces cas-là, maintenant qu'on est un peu là-dessus sur les visuels, qu'on a vu tout ce que tu pouvais avoir, les loupés et tout ça, est-ce que tu as déjà des idées d'amélioration, que ce soit technique, que ce soit matériel, que Mhm. ce soit humain, du coup, sur le fonctionnement de ton verger en Saint-Tropez? Mhm. Première chose, c'est on s'est maintenant équipé d'un grand nombre de bons sécateurs qui fait une bonne différence quand on a des mauvais sécateurs comme la plupart des sécateurs. Euh, Ça marche pas très bien. Après, je crois que les améliorations principales, ça va être côté main-d'œuvre, côté humain, qu'on se prend le temps là en début d'année prochaine, l'idée avec une nouvelle équipe qui arrive, qu'on va vraiment apprendre ensemble la perturbation, le management, avec une attitude presque, bah, je crois qu'il faut presque voir ça comme une sorte de méditation. Moi, je suis pas d'avis qu'on peut faire trois autres choses en même temps qu'on fait la perturbation, parce qu'il faut être vachement concentré et pour avoir la vue d'ensemble, il faut que tu puisses plusieurs niveaux de mental travailler au même temps. Et si tu es au téléphone ou tu écoutes la musique très fort ou autre chose, personnellement, je crois que c'est difficile de faire un vraiment bon travail. Euh, et du coup, voilà, on va essayer de créer une sorte de voilà, un workflow qui permet à faire ça de manière efficace et concentrée sans être stressé. Voilà. Bah, donc, c'est ça. Après, côté matériel et physique, euh, comme je disais, dans le nouveau design, il y a des simplifications qui sont prévues, mais euh, je sais pas encore exactement de quelle nature. Voilà. Et peut-être pour compléter là-dessus, enfin, en tout cas, de mon côté, j'ai une plateforme d'expérimentation qui est en train de se lancer sur la ferme sur laquelle je m'installe et enfin, je vais travailler à faire des essais de bordures vivantes, comme vous l'avez vu chez Anselme, moins ligneuses que chez Anselme, mais du coup, enfin, qui pourront être gérées par mécanisation.
enfin, sur un tracteur, ça fera tout pareil. Voilà. L'idée étant d'essayer de gagner du temps sur cette perturbation. Et d'ailleurs, ça me fait le lien. Vas-y, enseigne. Non, pardon, regardais juste dans le chat pour les recommandations de livres et tout ça pour approfondir. Sachez que nous, on va certainement aussi faire une formation l'année prochaine, à l'automne probablement, et potentiellement même en fin d'hiver 2026. Donc, euh, certainement, Lucas va transférer l'info quand la formation est fixée. Mm. Yes. Il y avait une question sur la perturbation. Alors, qu'est-ce que c'était? C'était Benoît. Benoît, tu demandais, bah, si tu veux la poser à l'oral, et puis je vais pouvoir te répondre. Là, je vous propose qu'on entre un peu plus dans Mm. des questions plus larges et moins spécifiques à Anselme, et puis voilà, on clôturera vers 19h45. Vas-y, Benoît. Hello. Non, c'était pas une question, en fait, c'était une remarque Ah, ok. par rapport au régime de perturbation. En fait, moi, du coup, j'ai fait la formation avec Anaëlle Thierry et elle parlait de la nécessité de perturber une grande zone, en fait. C'est-à-dire pour maximiser l'effet des acides et la réaction du système, en fait, de pas couper une feuille toutes les semaines, quoi. Tu vois, quand j'avais l'explication de Fabien tout à l'heure, je me disais, ouais, c'est vrai que s'il passe toutes les semaines pour couper une feuille ou deux feuilles, il n'y a peut-être pas cet effet de masse qui a l'air assez important, enfin dans ce qu'elle dit en tout cas. Voilà, c'était pour partager ça. Yes. Ben, c'est peut-être Voilà. un problème de vocabulaire là-dessus. Mm. Enfin, bah, peut-être que, bon, je peux répondre et Anselme si tu veux compléter, mais Ouais, bah, ça coupait pas vas-y. une feuille, hein, ça coupait les aromatiques. Là, tu peux faire toutes les 2 semaines entre mai et juillet. En tout cas, cette année, c'était incroyable. Du coup, ça coupait beaucoup toutes les semaines. Énorme, Ok. des grosses perturbations toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines au moins. Donc, c'était pas de manière générale. Et après, sur certaines plantes, c'était un travail un peu plus minutieux. euh, à la, Comment on s'appelle comme un bonsaï ou quelque chose. Mais il y avait presque, voilà, de temps en temps, Fabien et Thomas, ils travaillent avec une faucille pour couper, avec une machette. Merci. Super. Voilà. Et donc pour la taille de perturbation, enfin, vous l'avez pas dit, mais vous la faites aussi sur les ligneux. En tout cas, vous la faites en sortie d'hiver, début de printemps, pour faire un gros boost systémique à cette période-là. Puis vous faites une deuxième taille de perturbation vers avril-mai, non? Quelque chose comme ça? Ben, en gros, on essaie les plantes support arbustives, donc saule, peuplier, sureau, on leur donne une grande taille en février, début mars, juste pour démarrer l'année. Euh, et, euh, et après, les aromatiques et les spontanés, où on les taille tout le temps. Et les arbustes, voilà, on n'a pas une deuxième grosse taille des arbustes, mais on les taille pendant la saison uniquement s'ils gênent les fruitiers. Donc, on ne va pas dans toutes les semaines tailler les saules et les peupliers juste pour les tailler. Tant qu'ils poussent à l'ouest, par exemple, bon, on les laisse pousser. Donc, on avait à un moment donné, quand on regardait les lignes en profil, on voyait beaucoup de branches des saules et peupliers vers l'ouest partir et vers l'est, on les avait coupées parce que pour garder le soleil du matin pour nos fruitiers et nos petits fruits. Mais à l'ouest, bah, ça ne gênait pas tellement. Ce soleil n'est pas aussi important pour nos fruitiers. Et du coup, ça continue à faire la biomasse et à créer, voilà, à faire de la photosynthèse et créer de la biomasse. Pierre, merci. Il y avait Pierre qui avait posé une question au tout début, enfin au tout début, euh, qui disait que chez lui, le problème, c'était plutôt le manque de lumière et le manque de chaleur. Est-ce que la syntropie pourrait aider là-dedans? J'ai envie de te dire, la syntropie, c'est mimer l'écosystème environnant. Donc en mimant la succession et la stratification en fonction des besoins en lumière des plantes. Et puis la haute densité, et haute diversité de plantes qu'on trouve. Donc la syntropie peut s'adapter à tous les contextes. Après, voilà, si ton envie et besoin, c'est de faire des fruits, de produire des fruits, par exemple, et ben, dans des systèmes que moi je côtoie plus en Bretagne ou en Normandie, par exemple, bah, des fois, enfin, peut-être pas mettre des mots techniques, mais si vous avez fait une formation, sinon je vous invite vraiment, recommande chaleureusement d'en faire une, mais les strates de pleine lumière, euh, donc on appelle aussi strates émergentes, souvent
Ce sont pas les arbres fruitiers, ils sont juste en dessous sous un ombrage léger par exemple, de peupliers qui est de plantes dites de pleine lumière. Voilà. Mais sur des systèmes où tu manques de lumière, et ben, ça peut être décalé ça et se dire que bah, ton fruitier il va prendre quasiment toute la lumière et qu'il n'y aura pas forcément d'arbre qui va venir l'ombrager pour assurer une production optimale. Voilà, c'est vraiment à adapter. Chaque plante a des besoins de lumière et après vous regardez en fonction de votre contexte si vous arrivez à répondre à ces besoins en lumière et vous taillez quand il y a trop de monde au-dessus. Et s'il n'y a pas assez de monde au-dessus, Voilà. bah, c'est qu'il peut pour penser son design. Donc, Voilà pour ça. oui, Est-ce ben disons, moi, que... je sais pas si tu m'entends là. Est-ce que tu m'entends? Oui, Oui. vas-y. Oui, donc moi, dans mon idée, c'était de planter des vignes, des figuiers, des kakis, des mûriers. Donc, c'est toutes plantes qui ne sont pas tellement de la région. Donc, ici, disons, c'est assez froid. Euh, Est-ce que je peux Peut-être que espérer? tu peux préciser où t'es, parce que Mais du je coup, suis juste à côté de Sedan, mais côté belge. Donc, en fait, je suis sur le sud, sur la colline entre la Meuse et la Smois, donc entre une ok. rivière et un fleuve. Et donc, c'est vrai que le village à côté, qui est en France, donc à 9 km, il y a 15 jours d'avance par rapport à chez nous. Donc, voilà. Et alors, on a les gelées tardives, voilà, et peu de lumière, quoi. Euh, Ici, bon, moi, j'aimerais bien faire le pari d'aller vers des fruits un peu plus délicats, quoi. Et alors, oui, ce qu'on a aussi, c'est beaucoup de pluie. Par exemple, comme l'an dernier, on était à 1860 millimètres. Donc, une année normale, c'est 12-1300. Yep, ça marche. Mais enfin, moi, j'ai envie de te répondre oui, c'est possible. Après, c'est encore une fois, penser le système pour et planter les bonnes plantes pour. Mais quand on regarde chez Enseigne, par exemple, dans la Meuse, le Morvan, on est quasiment, enfin, je pense, dans les mêmes conditions pédoclimatiques à quelque chose près, en termes d'écart de température et de pluviométrie. Je sais pas à combien t'es millimètres par an en sel, mais on doit tourner autour des 1200 aussi, non? Oui, hein. Enfin, je pense on est pas mal. Donc, Je enfin, tourne à ce niveau-là. Oui, bah, bon, c'est tout à fait possible et envisageable, oui, carrément. Voilà, il y avait une petite question aussi sur des gens qui voulaient des documents, enfin des livres, etc. Donc, si vous voulez en apprendre plus, donc on vous recommande vraiment d'aller vous former. Il y a rien de mieux que le lien humain et de se former avec des gens qui expérimentent déjà sur le terrain, qui ont des retours, qui sont formateurs. Donc en France, bah, vous avez Anna Théry, mais qui ne fait plus de formation en France, parce elle part, elle déménage. Donc elle a fait une formation en ligne, si vous voulez. Et après, vous avez les formations de Grégoire Servant et Pablo Payès, qui eux ont une ferme au Mawajit, et les formations de Felipe, qui auront lieu chez Ansem cette année, et d'autres personnes que j'oublie sans doute de citer, mais ma mémoire, mon taux de fatigue augmentant, c'est compliqué, pardon pour ce soir. Et voilà, on se coin respectif. On entend un peu d'avoir de la bouteille d'ici là. Voilà, Steven Werner aussi. Fabien, tu voulais peut-être réagir et après je prends deux, trois questions puis on arrêtera là le webinaire. Vas-y Fabien. Oui, alors moi, c'était pas tant une réaction, c'était plus une question que j'avais pour toi, Anselme. Ça fait 2 semaines que je suis pas, qu'on s'est pas vu, ça fait trop longtemps. Non, enfin, non, je plaisante pas en vrai. Non, la question que j'aurais, c'est par rapport au nid de graines, parce que quand j'étais parti la dernière fois, il y avait, bon, peut-être pas une inquiétude, mais en tout cas un questionnement autour du fait qu'on avait déjà des arbres qui avaient germé des nids de graines qu'on avait semés 2 semaines au préalable. Et on se questionnait sur le fait qu'ils venaient de germer au moment où l'hiver arrivait. Et du coup, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Est-ce que tu as pu observer quelque chose en particulier par rapport à ces arbres, des nouvelles lignes qu'on a plantées là il y a un petit mois maintenant, ou pas? Voilà.
Pardon, j'avoue, on était très très pris dans les châtaignes et là, le début des marchés de Noël, je ne suis pas allé voir en détail les lead graines des nouvelles lignes les dernières 2, 3 semaines. Ouais. Ce Ça sera marche. l'occasion pour moi de revenir encore plus vite que prévu. Voilà. Je peux aller voir demain et je Euh, te dirai. Je veux peut-être répondre à 2, 3 questions qui ont été posées dans le chat des Vas-y, personnes vas-y. qui demandent des conseils pour un cas précis. Et en général, je trouve que c'est pas une bonne idée de donner des conseils de manière générale, mais surtout quand on ne connaît pas le contexte. Donc, en fait, c'est très difficile là sur le chat, quand on ne connaît pas votre contexte pédoclimatique, vos objectifs et tout ça, de donner des conseils sur qu'est-ce qu'il faut planter avec quoi et tout ça. Désolé si c'est pas euh, aussi facile, mais c'est il faut vraiment faire attention. Je l'ai déjà dit, je vais le redire, et c'est le cas avec la permaculture aussi. Et il n'y a pas de recette ici. C'est pas, ah oui, il faut planter ça avec ça, et ça, c'est la syntropie. Il faut prendre un point de vue global de l'ensemble et faire un design basé sur des concepts. Et c'est pas mettre en place une lasagne ou une baissière ou des saules et des peupliers. Et du coup, c'est ça. Ouais, il faut regarder l'ensemble et c'est voilà, il y a pas une manière très facile, je trouve, à faire. On peut dire, allez, tiens, on fait comme ça, il y a un design, je vais le télécharger, je vais l'appliquer chez moi. Il était fait pour un lieu précis, pour une situation précise. Super, merci. Bon, on va prendre deux dernières questions et puis on s'arrêtera là pour ce soir. Donc déjà pour répondre à, je ne sais plus qui avait posé la question, mais une personne disait qu'elle avait déjà des pommiers, des poiriers d'implantés de 1 an. Est-ce que c'était possible ou trop tard de mettre en place un système syntropique? C'est tout à fait possible. Il n'y a pas, enfin voilà, c'est pas, ça va peut-être avoir un petit. Enfin, l'idéal étant de tout planter en même temps, mais à 1 an de décalage, si les fruitiers sont déjà implantés, il n'y a aucun problème pour venir redensifier entre les arbres fruitiers et recomposer un design à partir de ce qui est déjà fait. C'est tout à fait possible, donc on n'hésite pas à le faire. Et donc il y avait deux questions. Une question sur quels étaient les placentas commercialisables. Donc tu parlais, Anselme, que tu aimerais bien en mettre plus. Enfin, que tu avais fait le choix de ne pas en mettre, mais que voilà. Et la deuxième question, je sais plus, c'était quoi? Bon, déjà, si tu peux répondre à celle-là, vas-y. Très bien, donc pour la placenta. Ouais, j'ai pas tout expliqué tout à l'heure. Bien sûr, on a les aromatiques et vous allez dire pourquoi tu fais pas des tisanes. C'est simplement qu'autour de nous, le marché des tisanes, il est saturé. Il y a toute une série de belles femmes qui font des PAM et qui font des super tisanes. Et donc, voilà, il n'y a pas de, je vois, il n'y a pas de marché pour ça ici. Mais sinon, voilà, là pour l'année prochaine, on réfléchit à quand même mettre, pas pour l'année prochaine, pour le design de l'année d'après, qui va être implanté fin d'année prochaine, d'intégrer quand même quelques légumes précises pour développer des produits transformés, des sauces type ketchup, sauce barbecue et autres qu'on peut faire avec du miel aussi, parce qu'on a déjà un produit comme ça qui marche très bien et donc on voulait peut-être faire ou des pickles ou des choses comme ça, transformer donc quelques légumes euh, qui peuvent pousser en placenta et aussi on réfléchissait à voir si on peut quand même trouver une autre commercialisation pour les aromatiques. Donc, par exemple, vendre à des labos, mais il faudra avoir des grosses quantités, ou alors voilà, trouver un marché qui n'est pas les, euh, les tisanes autour de nous, ou des hydrolats, trouver une autre manière de commercialiser les aromatiques. Et sinon, on n'a pas trouvé pour l'instant d'autres idées pour notre cas. Pour Super, les merci à fraises, en toi. fait, les fraises, évidemment, c'est une placenta qu'on commercialise. Mais pour le reste, voilà. Et on a les oignons et l'ail. Et voilà. Et de manière plus générale, pour les personnes qui veulent implanter, dans vos interrants, vous pouvez essayer de mettre des plantes, enfin des légumes qui poussent, enfin, on peut dire des légumes de garde. Ancienne parlait de l'oignon, de l'ail. François, lui, a mis de l'artichaut, par exemple, de la rhubarbe. Enfin, dites-vous bien que
Vous pouvez faire du maraîchage dans vos interventions si vous voulez. Il faut juste que vous comptiez votre temps fois 2,5, je pense. Mais si vous êtes plusieurs sur la ferme, c'est une possibilité de mixer les ateliers. Voilà. Et tu parlais des fraises, Anselme, et ce sera la dernière question. C'était celle de Marie, que j'avais complètement oubliée, mais qui disait, et à juste titre, comment vous faites pour gérer la biomasse que remettez au sol là où vous avez bah, les lignes couvertes de fraises. Ah, ok. Bah, il se trouve que dans ces lignes-là, on n'a pas les aromatiques. Du coup, il y a beaucoup moins de biomasse à poser par terre parce qu'effectivement, sinon, ce sera problématique. Du coup, là, il y a surtout les spontanés, donc oseille, pissenlit et polenta, qui sont là. Et du coup, il y a de la place pour les poser entre les fraises. Mais voilà, on n'a pas encore les nids de graines énormes dans ces lignes-là qui vont produire la biomasse qu'on ne trouve pas à la place, mais ça peut devenir un problème. Après, les fraises, ils sont sur les bordures, donc on aura quand même l'espace entre les framboises et les nids de graines et les plantes support. Voilà. De manière générale, dans vos designs de lignes, essayez de voir un endroit où vous pouvez remettre la biomasse au Ouais. sol. Mais c'est effectivement une des choses qui peut prendre du temps, parce que des premières années, surtout si tu poses ta matière organique sur une petite plante, tu ne fais pas bien attention. Du coup, les premières années, il faut quand même effectivement prêter attention où tu poses cette matière. Ouais. Et après, ça devient plus facile. Qu'est-ce que tu veux en dire, François? Juste question, vous remettez toutes vos perturbations, vous les remettez dans la ligne ou sur le bord de la ligne? Parce que de ce que je comprends, là, tu mets dans la Dans ligne. la ligne, ouais. Ouais, Dans la ouais. ligne Dans la directement, ok. ligne, ouais, ouais, ouais. Et la volonté, c'est pour que ce soit directement au-dessus des arbres, pour faire un paillage organique C'est ou... ça, pour remplacer le mulch qu'on met au début. Donc, en fait, au moment de la plantation, on met bien 10 à 15 cm de mulch, voire 20, selon le cas et selon la personne qui pose. Et après, l'idée, c'est que on aura toujours cette couverture, comme dans la forêt, la couverture de feuilles, qui est toujours par terre. Et du coup, le mulch, il est bouffé dans l'espace d'un an, il est bouffé. Hein. Donc, si t'as pas, et c'est ce qu'on a vu avec nos premières lignes, la deuxième année, donc l'année à la fin de la première année après plantation, on n'a pas il y a eu de la terre nue. Et donc, on n'a pas réussi à produire assez de dynamique et assez de matière organique à poser par terre pour remplacer le mulch. Et donc, on a dû remettre du mulch, ce qui n'était pas l'objectif. Et voilà, parce que sinon, toi, tu les mets quoi sur le bois, sur les côtés? Enfin, si je te pose ces questions-là, c'est parce que dans ces cas-là, ça veut dire que tu n'as pas de plantes à cet endroit-là ou que tu étouffes les plantes avec cette matière? Parce que le bois, moi, dans ces cas, dans l'idée, c'est de le mettre dans la ligne, effectivement, en plein centre de la ligne et tout ça. Hmm. Par contre, tout ce qui est matière verte, c'est de le mettre sur les passe-pieds, quoi. Ah oui. Non, Donc, on met rien. Au contraire, nous, on laisse les passe-pieds visibles pour qu'elles restent quand même un certain temps. On ne se décompasse pas si vite. Bah, en fait, il faut juste soulever un peu et mettre en dessous. Ça veut dire, en fait, si tu regardes par le haut, tu te dis c'est tout couvert, mais en fait, bah, les plantes, elles ne sont pas des plantes couvre-sol. Il y a de l'espace entre les plantes quand même pour poser. Nous, on n'a pas vraiment de problème majeur ok. avec ça. Oui, t'as pas remarqué de perte de pouce et tout ça, de ce que tu disais tout à l'heure, où tous les 2 semaines vous coupiez, quoi. Donc, c'est ça, pas de perte de pouce ni quoi que ce soit, avoir fait ça. Perte de Ok. pousse des aromatiques, par exemple, tu veux dire? Oui, c'est ça, ouais, dans les parties dans les lignes, Non, au contraire. Hein. hmm. Ouais. Vraiment, je crois que les consoudes, bah, la plupart des SMAC ont été coupés par 2 tiers ou un tiers minimum, plus de 10 fois dans l'année. Mm. Et ça en fait de la biomasse. Mais c'est très herbacé, du coup, c'est vite bouffé. Hein. Hmm. Ok, merci. Ok, super. Eh bien, on va s'arrêter là pour ce soir. Un grand merci à toi, Anselme, d'avoir fait l'honneur d'introduire notre session de webinaire, d'être la première personne à faire le webinaire au sein de notre association Destination Saint-Tropez.
Donc pour celles et ceux qui n'étaient pas là au début, l'idée c'est qu'on vous fasse comme ça tous les mois, tous les premiers lundis du mois, un webinaire de retour d'expérience d'une personne qui pratique et expérimente l'agriculture syntropique à une échelle professionnelle, dans un premier temps, au moins pour cette année 2025. Donc voilà, on se retrouvera donc lundi 6 décembre pour notre prochain webinaire avec François, donc, qui était là aujourd'hui, qui nous présentera donc, son verger qui s'appelle le verger au bois gourmand en Bretagne cette fois. Et, voilà, on enchaînera en février avec d'autres intervenantes et intervenants. Voilà pour ça. Et puis si vous voulez rejoindre l'association pour vous investir plus régulièrement, ce que nous on peut faire, que ce soit d'un point de vue recherche ou d'un point de vue juste venir à nos réunions et discuter, échanger sur les problématiques que vous pouvez rencontrer dans vos systèmes. Voilà, l'idée c'est de progressivement créer un réseau d'entraide aussi à cette échelle-là et d'apprentissage collectif. Euh, donc, euh, donc voilà. Et vous aurez dans notre newsletter qui partira bientôt la liste des prochaines formations en agriculture syntropique et aussi des chantiers participatifs qu'il y aura sur les fermes partenaires du réseau. Donc Anselme, c'est fini de planter pour cette année, mais François continue de planter en Bretagne. Il y a la ferme des Mawagites qui continue de planter, eux qui ont planté en janvier. Vous aurez toutes les dates dans le Gers. Il y a Luc qui est arrivé tardivement ce soir, mais qui lui aussi plantera chez lui plutôt dans région PACA. Voilà, donc on vous tiendra informé pour si ça vous avez envie d'aller prêter un coup de main. Et en même temps, c'est l'occasion bah, voilà, de voir des systèmes un peu plus matures et de parler avec des gens qui pratiquent la syntropie au quotidien. Voilà, Et et bien, moi, je voulais aussi vous remercier et m'excuser pour les quelques problèmes techniques liés à la future génération d'agriculteurs et syntropistes. Inch'Allah. Comme ça, vous les avez pu rencontrer aussi. Bon, en tout cas, c'est bien. Ben, merci à vous on tous vous, et au plaisir de vous croiser quelque part, peut-être un jour. on vous souhaite une belle soirée à toutes et à tous. Et puis on vous dit à bientôt. N'hésitez pas, si vous voulez, entre-temps, vous pouvez aller faire un tour sur notre site web et nous contacter si vous avez des infos là-dessus. Belle soirée, au revoir. Au revoir à vous tous.